Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la réussite des projets, 3 pistes pour assurer la prise en charge par les organisations. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vois qu'il y a plusieurs noms familiers, mais il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Je suis Joël Martin-Beau, puis je vais avoir le plaisir d'animer le webinaire ce midi. Un peu de mon background, je suis avec A+ depuis maintenant 9 ans, directeur et conseiller principal. J'ai œuvré dans plusieurs domaines, le manufacturier, le bancaire, le service, le transport collectif, le privé, le public, le municipal. Bref, une expérience quand même assez diversifiée. Je suis aussi formateur chez A+, donc j'ai formé plusieurs, même centaines de gestionnaires et de responsables en gestion de changement au cours des 9 dernières années. Sinon, avant ça, j'étais dans les télécoms en gestion de projet pour un secteur d'affaires et en analyse d'affaires. Donc, un peu plus de 15 ans à œuvrer de près ou de loin sur les projets. À propos d'A+, A+, a vu le jour en 2006, cofondé par Manon Champagne et Marcel Auclair. Fait qu'au départ, A+ avait beaucoup plus une vocation de gestion de changement. Puis c'est au fil du temps et des années qu'on a réalisé que nous, on avait une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus stratégique, ce qui nous a amené à se refocaliser plus sur la transformation d'entreprise et à y développer un parcours de transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Paola. Merci beaucoup d'être là, Paola. Elle va gérer, entre autres, la période de questions à la fin du webinaire. Comme je vous disais, plusieurs noms, malheureusement pas des visages, mais plusieurs noms que je reconnais. Pour les autres, si c'est votre première expérience ou votre première activité avec A+, bien, bienvenue, enchanté de faire votre connaissance. Libre à vous d'allumer vos caméras. C'est sûr que moi, c'est mon premier webinaire. Comme je vous disais, j'ai plusieurs heures de formation derrière la ceinture. Et dans mon style de formation, j'aime beaucoup interagir avec mes participants. C'est sûr que ça va être très différent pour moi aujourd'hui d'animer mon premier webinaire, mais pour ceux qui auraient le goût d'allumer vos caméras, je vous encourage à le faire. Pour les autres, c'est-à-dire pour ce qui est du mute, c'est-à-dire Paola vous a tous mis sous silence, juste question d'éviter tous les bruits de fond, etc. Puis quand sera le temps d'arriver à la période de questions, on vous remettra le son. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le webinaire. Donc, nos objectifs aujourd'hui, ça se pourrait que vous arriviez avec des lunettes différentes ou un rôle différent. Donc, évidemment, ce webinaire-là s'adresse beaucoup aux gens qui sont en projet. Donc, des gestionnaires de projet, des gens en gestion de changement. Vous pourriez être des consultants ou des conseillers qui accompagnent les organisations dans l'exécution de leurs projets. C'est sûr que tout ce contenu-là est très pertinent pour vous. Si vous êtes plus du côté affaires, c'est-à-dire que vous êtes un gestionnaire dans une organisation, peut-être que ce webinaire-là va vous amener certaines réflexions ou même questionnements lorsque vous recevez des changements pour assurer justement de questionner ces projets-là, à savoir est-ce que toutes les conditions gagnantes ont été prévues pour que vous puissiez intégrer complètement les changements et réaliser les bénéfices attendus. Fait que nos objectifs pour la prochaine heure, évidemment, on va partager des trucs et des astuces pour que les organisations prennent en charge le suivi des bénéfices. Et je parle bien des organisations et non pas des projets. On va y arriver. Puis, on va faire un survol de quelques simples outils là, que vous allez pouvoir utiliser. Puis évidemment, je vais vous entretenir pour environ 30-35 minutes. C'est sûr on va seulement effleurer le sujet, surtout sur les 3 pistes. Donc, si vous voulez plus de détails à la fin, si vous en vouliez plus, si vous voulez plus de détails à la fin, vous aurez mes informations de contact également. Ça se pourrait que pour certaines personnes aussi, ce soit du déjà vu, on ne réinvente pas la roue. Par contre, je pense qu'on a trouvé une façon assez simple avec ces 3 pistes-là de pouvoir illustrer qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans les organisations pour s'assurer de la réalisation des bénéfices et de l'intégration complète des changements. Donc, en termes de déroulement, on va faire une petite mise en contexte. Comme je vous disais, j'ai environ 30-35 minutes de contenu à vous partager. Donc, on va faire la présentation des 3 pistes et il y aura une période à la fin de questions et partages. Plusieurs façons de pouvoir poser vos questions. Vous avez un code QR à l'écran. Donc, si vous souhaitez poser des questions de façon anonyme, en allumant la caméra de votre téléphone, puis en scannant le code QR qui est à l'écran, en principe, vous devriez voir un hyperlien apparaître dans la fenêtre de votre caméra et vous allez pouvoir y accéder.
pour pouvoir poser vos questions. Sinon, vous pouvez le faire de façon live en levant la main dans Teams, pour ceux qui connaissent ça. Paola va pouvoir m'indiquer les gens qui souhaitent intervenir. Et sinon, vous avez toujours aussi la fonction conversation dans Teams que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Je vous présente en termes de mise en contexte la démarche du WIT, qui est une démarche en 4 étapes en gestion de changement. Cette démarche-là a été développée il y a plus de 15 ans par A+ Transition. Elle est très, très alignée avec les phases de projet, donc les phases de meilleure pratique du PMI. On l'appelle la démarche du WIT. Pourquoi? Parce que nos 4 phases sont définir, organiser, implanter et talonner. J'ai souvent présenté ce modèle-là dans des ateliers, dans des formations, et les gens accrochent sur le mot talonner. Je trouve ça un peu raide ou un peu fort. Sauf que nous, avec l'expérience, avec le temps, on réalise que talonner prend tout son sens. C'est absolument ça qu'il faut faire dans la dernière phase du projet, c'est de pouvoir talonner pour s'assurer qu'on réalise les bénéfices attendus. Initialement, ce webinaire-là, on l'avait appelé la phase talonnée, le mal-aimé de la gestion de projet. Puis c'est un peu ça qu'on veut essayer de vous partager aujourd'hui. C'est des trucs et astuces pour pouvoir faire en sorte que dans cette phase-là, on met vraiment tout en place pour réaliser les bénéfices et intégrer les changements. Donc, en termes de portée de projet versus portée de changement, parce que c'est important de comprendre cet élément-là. La portée de projet, on la connaît tous. Ça commence à l'identification d'un projet ou d'initiative de changement. Après ça, on a toutes nos phases de projet. On arrive à l'implantation. Ensuite, habituellement, on a une phase de post-implantation qui peut durer de quelques semaines à quelques mois. Sauf que par expérience, cette phase de post-implantation-là, c'est très, très rare qu'on réussisse à réaliser tous les bénéfices escomptés ou à intégrer tous les changements. Ce qu'il faut regarder, nous, c'est vraiment la portée de l'initiative de changement pour s'assurer qu'on arrive jusqu'à l'intégration complète des changements. Ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire ici que les équipes de projet doivent rester plus longtemps, que les conseillers en gestion de changement doivent rester ou vous devez les embaucher jusqu'à ce que les changements soient complètement intégrés. Ce qu'on est en train de proposer, c'est de dire ce qu'il faut faire comme équipe de projet en gestion de changement en projet, c'est de s'assurer qu'on crée toutes les conditions facilitantes, qu'on met tous les mécanismes en place pour que les organisations, une fois qu'on leur a livré le projet, puissent s'approprier ces changements-là et savoir quoi mesurer jusqu'à l'intégration des changements. Ce qui est très important aussi dans une perspective de gestion de changement, c'est qu'il faudrait rajouter à la portée aussi certains éléments plus humains. Par exemple, des comportements. Si on va y arriver, ça fait partie de nos 3 pistes. Fait que ça, c'est un peu la mise en contexte. Puis avant de débuter, j'ai le goût de vous poser la question ou que vous fassiez la réflexion vous-même. À votre avis, dans quelle phase de projet les organisations, en général, investissent-elles le plus de temps et d'énergie? Puis quand je consulte mes collègues, mes clients, on est assez, le consensus est habituellement là. Est-ce que c'est dans la phase de planification, d'identification, planification? Est-ce que c'est dans la phase d'exécution, implantation, mise en service, puis toutes les activités qui y entourent? Ou est-ce que c'est dans la phase d'intégration des changements? Fait que les organisations, où investissent-elles le plus de temps? Comme je vous disais, quand je consulte mes clients, mes collègues, souvent on dit on investit beaucoup de temps dans l'exécution, l'implantation, la mise en service. On veut s'assurer que ce soit un succès. C'est vrai que c'est important parce que ça trace le chemin pour le reste. Par contre, quand je vous pose la question à savoir, c'est dans laquelle de ces 3 phases-là est-ce qu'on va vraiment réaliser tous les bénéfices prévus dans le projet? C'est dans la phase d'intégration des changements. Donc, c'est à se poser la question, pourquoi qu'on n'y accorde pas autant de temps si c'est là que toute la réalisation des bénéfices va arriver? Donc, pour nous aider aujourd'hui dans le webinaire, je vais utiliser un cas fictif tout au travers, puis c'est un cas quand même très pertinent ces jours-ci. On va parler de l'implantation d'un outil de collaboration. Exemple, les Teams de ce monde, Google Meet, Zoom, il y en a sûrement d'autres, mais je vais utiliser parce que c'est très près de ce que j'ai fait récemment. On va utiliser Teams. Fait que maintenant, nos 3 pistes. Fait que la réussite des changements, évidemment, ça va passer par certains éléments quantitatifs, mais ça va bien au-delà de suivre certains indicateurs de performance. Notre première piste, elle, c'est vraiment le suivi des bénéfices. Fait que c'est un élément qui va être beaucoup plus quantifiable.
qu'on va vouloir mesurer dans le temps, qu'on va vouloir voir si l'aiguille bouge. La deuxième piste, elle, c'est plus la mesure de l'adhésion. Donc, est-ce que les changements s'intègrent vraiment dans l'organisation, dans les équipes, chez les individus? Puis le troisième, le renforcement des comportements. Puis on va voir que pour certains projets, si les comportements ne sont pas au rendez-vous, on ne réalisera probablement jamais les bénéfices de ce projet-là. Donc, nos trois pistes, le suivi des bénéfices, les mesures d'adhésion, puis l'intégration des comportements. Je vous rappelle ici, ça va dans toutes les introductions de mes trois pistes, là, vous avez le code QR à l'écran si jamais vous avez le goût de poser des questions. Donc, notre première piste, le suivi des bénéfices. Ce qu'on dit, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est mesurer la performance de l'initiative contre sa cible. Fait que la cible qu'on aura définie en début de projet, on va vouloir mesurer si on est en train de l'atteindre, oui ou non. Puis évidemment, au fur et à mesure qu'on mesure, on va vouloir dégager des tendances afin qu'on puisse s'ajuster. Fait que c'est un peu une évidence qu'il faut se mesurer et qu'il faut avoir du quantitatif. Mais si on prend exemple l'implantation de Teams, est-ce qu'on implante Teams seulement dans une organisation pour répondre à un besoin d'affaires? Oui, mais est-ce qu'on est capable d'y rajouter des objectifs mesurables? Au prix que ça coûte implanter ces projets-là, aussi bien y avoir des éléments qui vont être mesurables, qui vont être quantifiables et qu'on va pouvoir suivre. Parce que, par exemple, moi, dans ce que j'observe chez mes clients, dans nos pratiques de gestion de projet, les bénéfices sont encore très qualitatifs, vagues, peuvent laisser place à l'interprétation. Je reprends l'exemple de Teams. Pour l'avoir implanté récemment, un des bénéfices qu'on cherchait, c'était, un, augmenter la productivité des employés, puis deux, augmenter leur satisfaction. Là, je réponds, oui, mais encore. Comment on va faire pour mesurer, un, qu'on a augmenté leur productivité et deux, qu'on a augmenté la satisfaction? Donc, le suivi des bénéfices, c'est de prendre ces éléments qualitatifs-là et de les transformer en quantitatifs. Quels sont les indicateurs qu'on peut rajouter à ces éléments-là qui sont plus qualitatifs? Donc, le vieil adage, ce qui est mesuré est fait, s'applique tout à fait. Donc, à partir du moment où on établit des mesures puis que ces mesures-là sont faciles à suivre, évidemment, on a plus de chances que ces éléments-là soient pris en charge et qu'on les réalise. Là, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont le goût d'allumer leur caméra, juste le temps de faire un petit exercice physique. Là, ça va prendre à peu près 1 minute. Ça serait le fun pour moi parce que je pourrais vous voir la binette. Mais sinon, libre à vous de le faire. Ah, je vois Sophie, bonjour. Donc, pour ceux qui ont peut-être déjà suivi des ateliers ou des formations avec moi, c'est un exercice que je fais dans toutes mes formations, mais qui est quand même assez percutant. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est, vous êtes probablement sur des chaises de bureau, vous avez la possibilité de pivoter, etc. Mais ce que vous devez faire en termes d'instruction, c'est de garder le corps bien droit, pas bouger les pieds, pas bouger le corps. Je vais vous demander de pointer le bras droit vers l'avant. OK? Et à partir de là, les instructions sont simples. Je vais vous demander de tourner vers la droite avec le bras droit. Allez-y. Bon. Et maintenant, vous ramenez vers l'avant. On va faire une deuxième version de cet exercice-là. Et là, maintenant, encore une fois, sans bouger le torse, sans bouger les jambes, je vais vous demander de tourner à 170 degrés vers la droite. Excellent, bravo, merci beaucoup d'avoir participé à l'exercice. C'est un exercice relativement simple, puis habituellement, j'interagis avec les gens une fois qu'on le fait, puis je leur demande qu'est-ce que vous voyez comme différence entre les deux. Quand je vous ai demandé la première version, c'est-à-dire de tourner vers la droite, par expérience, la grande majorité des gens, où vont-ils? À 90 degrés, dans leur zone de confort. Parce que l'objectif n'était pas précis. Ce qu'on a tendance à faire, c'est la nature humaine, on retourne dans notre zone de confort. Dans le deuxième cas, je vous ai demandé de tourner à 170 degrés vers la droite, puis par expérience, les gens sont habituellement capables de le faire, mais ce n'était pas leur premier instinct. Ce qu'on cherche à faire, dans le fond, avec nos objectifs mesurables, puis définir des bénéfices précis, c'est qu'on veut que les gens se surpassent. Sinon,
Pourquoi investir tant d'argent dans les projets si on ne veut pas que les gens se surpassent? Fait que c'est vraiment le but de cet exercice-là. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'une fois qu'on nomme cet objectif-là, je vous ai nommé l'objectif de tourner à 170 degrés vers la droite. Dans certains cas, ça m'est arrivé de faire cet exercice-là dans une salle très, très, très restreinte. Une fois que les gens tournaient, ils ne pouvaient pas se rendre à 170 degrés. Mais à partir du moment où on nomme un objectif visé, les gens sont en mesure de se prononcer à savoir moi, je ne peux pas l'atteindre, puis voici pourquoi. C'est peut-être les conditions. Donc, est-ce qu'on change les conditions ou est-ce qu'on change l'objectif lui-même? Mais de fixer des objectifs mesurables précis, ça va être la clé. Ce qu'on dit ici aussi, puis l'exemple qu'on va prendre, c'est encore une fois l'implantation de Teams. Peut-être qu'on va avoir fixé un objectif de réduction de 40 du nombre de courriels envoyés. Puis on se dit qu'on veut atteindre cet objectif-là après 3 mois. Ce qu'on va vouloir faire probablement, c'est d'avoir des mesures intérimaires. Peut-être qu'après 1 mois, on va avoir une réduction de 20 après 2 mois, une réduction de 30 mais il faut se fixer des mesures intérimaires. Ce qu'on veut éviter, c'est d'arriver au bout de la cible. Exemple, dans 3 mois, on avait décidé que c'était 40 Fait qu'on attend 3 mois, on arrive à 3 mois, on est loin de l'objectif. Il y a peut-être des comportements qui sont déjà bien engrainés dans l'organisation. Et là, il est peut-être trop tard pour réajuster le tir. Donc, très important d'avoir des mesures intérimaires et des objectifs intérimaires, puis pouvoir déterminer si l'aiguille bouge et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette tendance-là. Évidemment, plus ces objectifs-là vont être faciles à mesurer, c'est pour ça qu'on parle d'indicateurs de performance, plus ils sont faciles à mesurer, plus on va avoir tendance à les suivre. Plus dans l'organisation, ça va demander des efforts d'aller chercher ces résultats-là, plus ça va être difficile, puis plus les gens vont passer à autre chose. C'est pour ça qu'idéalement, on utilise des indicateurs qui sont faciles à obtenir puis qui sont disponibles dans l'organisation. En termes de trucs et astuces, par expérience en projet, ce n'est pas toujours évident de déterminer c'est quoi ces bénéfices anticipés-là sur des projets. Fait que ce que je vous dirais, c'est que si vous êtes en manque d'inspiration, alignez-vous avec les axes stratégiques ou les objectifs stratégiques de l'organisation. Dans le cas de Teams, exemple, si on avait un objectif stratégique autour de la satisfaction des employés, bien, probablement qu'on va vouloir s'inspirer de celui-là pour déterminer les bénéfices pour ce projet-là. Évidemment, assurez-vous qu'ils sont alignés aussi avec ces grands objectifs stratégiques-là. S'ils ne le sont pas, ça va être très, très, très difficile d'atteindre les objectifs de ce projet-là si ce n'est pas aligné avec ceux de l'organisation. On veut les rendre visibles. Fait qu'à partir du moment, exemple, qu'on s'est fixé un objectif de 40 de réduction de courriel et qu'à tous les jours, quand je rentre au bureau, il y a un indicateur qui me montre « Ah, on est à 20 de réduction de courriel ». Moi, comme individu qui contribue au succès de ce projet-là, je suis capable de me positionner à savoir « Ah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider cet objectif-là ». Peut-être que c'est vrai que j'utilise trop et qu'il y a peut-être d'autres manières détournées ou d'autres façons de faire au lieu d'envoyer un courriel, mais de le rendre visible permet à tous de se réajuster. Très important aussi, si vous avez des objectifs ou des bénéfices visés comme ça, s'il n'y a personne dans l'organisation, que sa performance individuelle ou d'équipe est reliée à cet objectif-là, c'est très peu probable que ça arrive. Il faut que quelqu'un soit un peu imputable de ces résultats-là. Fait que ça, c'est une bonne pratique de le relier à des objectifs individuels ou de le relier à des objectifs d'équipe pour s'assurer qu'ils vont se réaliser. Puis évidemment, bien, toujours communiquer la mesure actuelle, notre baseline, où on est versus la cible à atteindre en termes de trucs et astuces. Fait que ça, c'était notre première piste, le suivi des bénéfices. Notre deuxième piste, la mesure de l'adhésion. Évidemment, ce qu'on cherche avec la mesure de l'adhésion, c'est on veut s'assurer que les nouveaux outils, les processus, les comportements, les pratiques puis les compétences sont intégrés dans le quotidien des équipes et des individus. Parce qu'une fois que c'est intégré dans le quotidien des individus, c'est là qu'on peut vraiment réaliser les bénéfices. Ce que je vous présente là, c'est du très connu, ce qu'on appelle le triangle d'or de la gestion de projet. Donc, les 3 facettes qui vont démontrer que notre projet, oui ou non, a eu du succès. Donc, ces 3 facettes-là sont les coûts, l'échéancier et la qualité. C'est un beau triangle. Puis, moi, je prends souvent l'exemple de dire, prenez n'importe quelle implantation de système. Disons qu'on implante un système et
On suit les règles d'art, donc on a livré à temps, donc selon l'échéancier, dans les budgets et en plus avec la qualité prévue en termes de livrables. Parfait, on implante ça dans l'organisation, mais au bout de 3 mois, au bout de 3 semaines, il n'y a personne qui s'en sert. Tout l'argent qu'on a dépensé, puis ça a beau avoir été fait dans les règles d'art, les bénéfices ne seront jamais au rendez-vous. Si on prenait ce triangle-là et si on en faisait un carré, puis on rajoutait l'adhésion, et que les organisations investissaient autant de temps et d'énergie à rencontrer autant l'adhésion que l'échéancier puis les coûts, on aurait beaucoup plus de succès dans nos projets. Fait que l'adhésion est un élément clé qu'on va vouloir mesurer. Ce que je vous présente ici, puis je ne veux pas faire le tour de tous ces éléments-là, mais vous l'aurez de toute façon dans la présentation qui va vous être fournie à la fin du webinaire, ce sont des signes de non-adhésion. Comme équipe de projet, comme équipe en gestion de changement, on a la responsabilité d'être à l'affût de ces signes-là. Fait que du côté gauche, on a les opposants. C'est souvent beaucoup plus facile à observer parce qu'ils sont probablement plus vocaux, c'est plus visible, alors que du côté des ambivalents, là, ça va être plus sournois, plus difficile à cerner. Fait qu'il y a une série d'exemples là-dedans, mais c'est des éléments sur lesquels vous devriez être affûter vos sens pour être en mesure d'observer ces signes-là et après ça, pouvoir corriger le tir. Fait que c'est bien beau l'adhésion, mais comment on la mesure? Parce qu'évidemment, on veut savoir où les gens se situent, on veut vouloir le mesurer. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ce qui est assez commun, c'est les sondages formels et informels. Donc, formel, vous pouvez utiliser tous les outils qui existent aujourd'hui. La suite Office en offre. SurveyMonkey, qui est toujours une plateforme gratuite dépendant du nombre de participants. Les Office Vibe de ce monde. Bref, il y a plusieurs façons de faire des sondages formels. Les sondages informels, si vous avez des gens qui sont dans un réseau de changement puis qui sont capables d'aller chercher le pouls terrain, ça va être très, très, très bénéfique aussi pour vous pour mesurer le niveau d'adhésion. Évidemment, si vous avez des tableaux de bord où vous êtes capable d'inclure les indicateurs de performance que vous avez ciblés, ça va être très aidant aussi pour mesurer l'adhésion. Puis évidemment, tout ce qui est observation ou audit. Parce que le dernier élément que je dis ici qui est important, c'est ce qui est vraiment souhaitable, c'est qu'on puisse mesurer, oui, le niveau d'adhésion des parties prenantes qui vivent avec ce changement-là. Donc, est-ce qu'ils adhèrent au changement? Est-ce qu'ils se sentent outillés pour le faire? Mais ce qu'on veut mesurer aussi, c'est est-ce qu'ils le font de la façon qu'on l'avait prévu? Pour l'avoir déjà vécu dans des projets où on implante, puis quelques semaines plus tard, les secteurs d'affaires nous disent merci beaucoup, vous avez fait une super job, l'implantation était top nickel, puis maintenant, on revient à la normale. Alors qu'une fois qu'on va faire des audits, qu'on retourne dans le système pour valider les transactions ne sont pas faites de la façon qu'on l'avait prévu, mais les gens se sont trouvés des façons détournées de revenir aux vieilles façons de faire, ce qu'on appelle communément des workarounds. Donc, cet élément-là est super important. On veut mesurer l'adhésion des parties prenantes face aux changements qu'on introduit, mais on veut aussi aller mesurer est-ce qu'ils le font de la façon qu'on l'avait prévu dans notre projet. Ce qu'on vous donne ici, c'est un exemple de sondage. Encore une fois, vous l'aurez dans la présentation qui va vous être fournie à la fin du webinaire, mais ça vous donne une idée des éléments qu'on peut aller mesurer quand on fait un sondage pour aller déterminer le niveau d'adhésion. Puis évidemment, les réponses à ces questions-là, on est capable d'en dégager des constats, des observations, et après ça, réajuster le tir sur nos stratégies et les activités qu'on a prévues dans notre projet. Notre dernière piste, qui est le renforcement des comportements. Fait que dans certains cas, les projets, c'est sûr que les bénéfices, on les aura seulement si les comportements changent. Puis là, ça peut sembler assez évident, c'est quoi un comportement, mais par expérience, en projet, une fois qu'on essaie de travailler avec les équipes à définir des comportements qu'on souhaiterait mesurer et voir évoluer dans le cadre d'un projet, ce n'est pas toujours évident. Fait quelques définitions rapides. Une façon d'agir envers une autre personne. Évidemment, c'est un comportement. Une façon d'agir envers un système ou un processus. Donc, un comportement pourrait être une partie de tâche. Une façon de se comporter ou de réagir. Puis, dernièrement, une façon d'être. Fait que ça, c'est quelques exemples de ce que pourrait être un comportement. Puis moi, ultimement, quand je parle de comportement en projet, c'est le fait de créer de nouvelles habitudes. C'est quoi les nouvelles habitudes qu'on va créer? Ça, c'est le comportement qu'on devrait
identifiés. Donc, par exemple, dans Teams, on pourrait lister une série de comportements. Donc, puis là, je donne plusieurs exemples. Puis à partir du moment où on brainstorm sur tous les comportements, lesquels sont ceux qui vont faire une différence ultimement pour qu'on réussisse à atteindre les bénéfices de notre projet? Fait que, exemple, si on avait cette liste-là, ben peut-être que dans certains cas, on va dire le comportement qu'on souhaite avoir, c'est lorsqu'il y a des révisions de documents, on veut utiliser la fonction conversation dans Teams. Plutôt que de créer une deuxième version de document qui est version 2, plutôt que de créer, que d'envoyer un courriel avec la pièce jointe, on va utiliser la fonction conversation dans les documents. Fait que ça revient peut-être même, puis là, en travaillant en équipe, à ne plus attacher de documents dans les courriels. Fait qu'en brainstormant, peut-être qu'on arrive à ce comportement-là en disant si on n'attache plus de documents dans les courriels, on va être beaucoup plus productif parce que ça va éviter des multiples versions et des courriels en trop, etc. Fait que l'idée, c'est vraiment de choisir un ou deux comportements. Puis ce que je vous ai montré, ne plus attacher de documents dans les courriels, lors de révision de documents, utiliser la fonction conversation, ce sont vraiment des comportements spécifiques observables. Ce qu'on veut éviter dans les comportements, c'est de dire on cherche un comportement de collaboration. C'est vague et tout le monde pourrait l'interpréter de multiples façons. Fait que ce qu'on cherche vraiment, c'est ce qu'on appelle des comportements spécifiques observables. Je suis capable d'observer, puis il n'y a pas de place à interprétation si ce comportement-là, c'est bel et bien produit. Puis pour vous aider justement à identifier c'est quoi ces comportements-là, une pratique assez simple, c'est de faire un exercice de brainstorm sur le continuer, commencer, arrêter. Fait qu'une fois que nos équipes de projet ont commencé à s'approprier c'est quoi ce nouveau projet-là, on les fait brainstormer ensemble pour dire si on veut que ce soit un succès, ce système-là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut continuer de faire parce qu'on le fait bien puis ça va être au service du projet? Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on devrait commencer à faire parce qu'encore une fois, ça va être au bénéfice du projet? Puis, au contraire, qu'est-ce qu'il faut arrêter absolument parce que ça ne nous sert pas? En faisant un exercice de ce genre-là, vous verrez facilement émerger certains comportements et après ça, d'en identifier un ou deux. Puis après ça, c'est quoi les mesures et comment on va s'y prendre. Parce que quelque chose que j'ai observé dans les organisations, puis habituellement quand j'en parle dans les organisations, les gens sourient, ce que j'appelle le phénomène sous le radar. Fait qu'en termes de changer ces comportements, moi comme employé, je vois un nouveau changement qui arrive et je me dis, si je me baisse assez bas, le changement risque de me passer complètement par-dessus la tête. Pourquoi? Puis ça, c'est un terme qui est souvent utilisé dans les organisations, c'est la saveur du mois. Fait que ce mois-ci, voici le changement qu'on introduit, mais je n'ai pas besoin de trop m'y attarder puis de changer parce que le mois prochain, il va avoir passé à autre chose. Parce qu'il y a un manque de renforcement, parce que les changements se multiplient les uns après les autres, les gens ne se sentent pas concernés et font ce phénomène-là qu'on appelle sous le radar. Fait que ce qu'on veut pour renforcer ces comportements-là, puis s'assurer qu'ils vont vraiment être intégrés, puis que les bénéfices vont être au rendez-vous, ce que je vous présente ici, c'est vraiment, ça vient d'un livre blanc de Vital Smarts qui s'appelle 10 Times Your Influence. Je ne sais pas s'il est disponible en français, mais je crois qu'il est seulement en anglais. Et on dit que plus on multiplie ces 6 sources d'influence-là, plus on a des chances que les comportements puis que les changements soient intégrés dans l'organisation. Fait qu'on regarde ça d'un point de vue personnel, d'un point de vue social et d'un point de vue structurel sur deux différentes facettes. La facette motivation. Donc, est-ce que j'ai la motivation personnelle? Est-ce qu'on a la motivation sociale? Est-ce qu'on a la motivation en termes de structure? Puis après ça, en termes d'aptitude ou de faculté, est-ce que je suis capable de le faire? Fait que le premier, c'est de rendre l'indésirable souhaitable. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on appelle en anglais un case for change. Est-ce que les gens se sentent émotivement interpellés par ça? Ça va être la clé. Si on veut que les gens adhèrent à ce comportement-là, il faut que ça vienne les chercher et qu'ils aient le goût de changer. Le deuxième qui est surpassé ses limites, c'est est-ce que j'ai les aptitudes moi-même pour le faire? Fait que si c'est une réduction de courriel, mais par exemple, mais on ne m'a pas donné d'autres façons de travailler, ben, ça va être très difficile de surpasser mes limites. Est-ce qu'on m'a formé? Est-ce qu'on m'a indiqué les nouvelles façons de faire? Est-ce que j'ai les outils pour le faire? Le numéro 3,
en termes de motivation sociale, c'est utiliser la pression des pairs, ce qu'on appelle communément en anglais le walk the talk. Fait qu'à partir du moment où quelqu'un renforce le comportement, j'envoie justement une pièce jointe à quelqu'un, puis la personne me dit ah, tu aurais pu utiliser Teams avec la fonction conversation. Là, tout à coup, il y a un effet de masse qui se passe et on utilise la pression des pairs. Ça aussi, ça va être une stratégie qui va être intéressante à utiliser. Après ça, trouver la force du nombre. À partir du moment où il y a de plus en plus de gens qui sont outillés pour le faire, qui sont capables de coacher les autres, de donner du mentorat, ça va être une autre stratégie qui va nous permettre de mieux intégrer ces comportements-là. Formaliser les récompenses et demander des comptes, c'est dans le fond, si on arrive à aligner tout ça autour de la performance des individus. Fait que la personne, elle est récompensée parce qu'elle fait le comportement ou au contraire, il y a des conséquences à ne pas faire le comportement. Cette stratégie-là va aussi aider à intégrer ces nouveaux comportements-là. Et le dernier, c'est changer l'environnement. Fait que ça peut être des repères visuels qui me rappellent ça. Ça peut être les outils et les processus qui sont alignés aussi avec ce qu'on demande en termes de changement de comportement. Mais clairement, si l'environnement ne change pas, ça va être très difficile de changer ces comportements-là parce qu'on est constamment confronté à quelque chose qui est en contradiction. Fait que ces 6 sources d'influence-là, c'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas toujours toutes les utiliser, mais plus on va les multiplier, plus on va avoir de chances de réussir. Donc, la prochaine diapo, c'est vraiment les stratégies derrière ces 6 sources d'influence-là. Je ne passerai pas au travers, je vais plutôt vous laisser le regarder dans la présentation que vous aurez après le webinaire. Fait que ce sont les 3 pistes. En termes de démarche ou en termes de wrap-up, démarche, ce que ça peut ressembler pour vous. En début de projet, vous allez voir confirmer les éléments que vous allez voir mesurer. Fait que, quels sont les bénéfices qu'on va vouloir suivre? Comment on va prendre nos mesures d'adhésion? Et aussi avoir une stratégie autour de comment on va renforcer les bons comportements. Après ça, vous allez devoir déterminer à quel moment vous allez mesurer. Est-ce que c'est avant le début de l'initiative? Ça se pourrait, exemple en termes de mesure d'adhésion. Est-ce que c'est une fois qu'on implante? Puis combien de temps après? Fait que l'élément de savoir quand on va mesurer va être super important. Après ça, pour soutenir ça, il va falloir déterminer les structures qu'il faut mettre en place. C'est quoi la gouvernance qui est requise? Quels outils il faut mettre en place? Est-ce qu'on a besoin d'un tableau de bord? Fait que cet élément-là va permettre de concrétiser tout le reste. Et évidemment, à la fin, partagez vos stratégies de mesure avec votre promoteur de projet puis vos contributeurs au projet. Puis comme je dis souvent dans mes formations aussi, le terme en anglais, c'est steal with pride, donc voler avec fierté. S'il y a déjà des éléments sur d'autres projets qui sont mis en place et qui fonctionnent pour faire le suivi des bénéfices, reprenez ces mêmes stratégies-là. Ça va être beaucoup plus facile si l'organisation est habituée de les avoir. Fait que ça, c'est un peu le wrap-up. Comme je vous ai dit, un survol quand même assez rapide de nos 3 pistes. Puis juste avant de terminer pour la période de questions, si jamais vous avez réalisé tout au cours de la présentation que peut-être que vous êtes dans votre organisation est dans un processus de transformation, nos cofondateurs Manon Champagne et Marcel Auclair ont écrit un superbe livre illustré avec plein d'outils. C'est très pratico-pratique sur la transformation d'entreprise. C'est basé sur un cas fictif qui est très près de la réalité puis qui est très facile à suivre. Donc, vous avez ce livre-là qui est disponible en version électronique sur Amazon, sur notre site web, etc. On a revampé notre site web, donc aplustransition.com. Je vous invite à le visiter. Puis pour ceux et vous pouvez consulter la section événements. Il y a 2 événements qui s'en viennent. Pour ceux qui sont en gestion de changement et qui aimeraient venir se faire monter en compétences, on a une certification virtuelle en gestion de changement à la fin du mois de septembre et au mois d'octobre. Les 6 dates sont à l'écran, donc vous pouvez vous inscrire. Sinon, le prochain webinaire qui va être animé par Manon Champagne, qui va traiter d'implantation ERP versus transformation. Vous pourrez aussi vous y inscrire sur notre site web.